Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la RTB Sportbox du mercredi 20 novembre. Les étalons du Burkina Faso ont terminé deuxième du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 avec 10 points, soit 3 victoires, 2 défaites et un match nul en 6 rencontres. Un bilan satisfaisant sur le plan comptable car l'objectif est atteint, mais les 2 derniers matchs soldés par des défaites face au Sénégal 1-0 et face au Malawi 3-0 font mal et même très mal. En effet, les 2 défaites consécutives ont été dilué l'enthousiasme de la qualification et ont surtout jeté des doutes sur la qualité des hommes de Brahma Traoré. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de performance? Que doit-on améliorer dans l'équipe afin d'être prêt pour la CAN 2025 au Maroc? Autant de questions qui seront débattues dans ce numéro de Sport Box. Pour le débat, je reçois sur ce plateau juste Ephrem Zio, il est journaliste à Ako News et ancien arbitre international. Zio, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir chers amis téléspectateurs de la RTB. Et puis sur ce plateau également Nabi Bayala, il est journaliste à actualité.bf. Nabi Bayala, bonsoir. Bonsoir Modeste, très ravi d'être là sur ce plateau. C'est un plaisir également. Et puis sur ce plateau, Bourema Savadogo, il est journaliste à la radio Burkina. Bourema, bonsoir. Bonsoir Modeste et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Bien sûr, tous les week-ends on a cette voix de Bourema qui jaillit donc depuis Radio Burkina et tous les stades de Burkina pour le compte du championnat face au foot Ligue 1. Et ce soir, le thème, il est très simple. Qualification pour la CAN Maroc 2025. Les étalons qualifiés avec des doutes. Et ce débat, nous allons tout de suite et maintenant le planter. Et juste Ephrem Zio, on commence par vous. Déjà, quel bilan faites-vous de la campagne des étalons dans les éliminatoires de la CAN 2025? Je l'ai déjà dit, 2 défaites, 2 victoires, et puis, 3 victoires et puis un match nul. Bonsoir encore Modeste, bonsoir chers téléspectateurs. J'allais dire que la qualification pour moi, c'est comme un non-événement. Parce que pour moi, le Burkina Faso est arrivé à un certain niveau où il a l'obligation d'être régulièrement à la CAN. Donc, être à la CAN, pour moi, n'est pas un objectif. Pour moi, c'est maintenant comment se comporter à la CAN. Maintenant, dans le contenu, nous avons fait un très bon match. D'abord, il fallait ne pas perdre à Dakar. Quand vous le dites, attendez, quand vous dites que pour vous, ce n'est pas un objectif, pourtant, il y a des pays comme le Ghana et la Guinée-Conakry, pour ne citer que ceux-là qui sont restés au carreau. Oui, mais quand vous prenez ces 5 dernières éditions de la CAN, le Burkina a été régulièrement présent et le Burkina... ne serait-ce que sur ces 10 dernières années, le Burkina est toujours dans le carré d'as. Donc le Burkina a une certaine régularité par rapport à certains pays. Quand vous prenez le Ghana, le football ghanéen est en train d'être en déclin depuis pratiquement un certain moment. La Guinée vacille entre bonne gestion et mauvaise gestion, alors qu'au niveau des étalons, on a eu une certaine stabilité par rapport à l'effectif, par rapport au contenu des joueurs. Donc c'est dans ce sens-là, je dis que savoir jouer les éliminatoires donne la crédibilité au Burkina Faso d'être régulièrement à la CAN. C'est dans ce sens-là. Maintenant, commencer la compétition avec un match nul, très probant, à Dakar. Cela a été vraiment un grand défi pour les étalons parce que ce n'était pas donné. Ensuite, par la suite, deux victoires assez convaincantes contre le Burundi. Et aussi, c'est vrai qu'il y a eu un temps la victoire contre le Malawi. Mais c'est surtout la double confrontation contre le Burundi qui donne du baume dans le cœur. Et on termine par 2 défaites. Et 2 défaites qui sont des taches d'huile par rapport à la prestation des étalons dans cette qualification-là. Voilà un peu le bilan que moi je peux faire déjà à chaud avant qu'on fasse un débrief plus en profondeur. D'accord. Terminé deuxième du groupe L, est-ce qu'on peut dire que c'est une position satisfaisante pour le Burkina?
Bon, satisfaisante, on peut dire que c'est trop dit, mais on est à notre place parce que le Burkina devrait se qualifier et il faut d'ailleurs féliciter parce qu'on a tenu notre rang. Mais à 2 journées de la fin. Oui, à 2 journées de la fin. Mais on doit analyser le contenu. Après, le résultat, quand on voit, on a seulement 2 défaites et 3 victoires. Le nombre de victoires dépasse le nombre de défaites. Donc, sur le plan du résultat, strictement dit, on peut dire qu'on a atteint nos objectifs de se qualifier et derrière le Sénégal. Mais maintenant, sur le contenu, il y a beaucoup à dire. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est dans des grands objectifs. D'autres même disent qu'on doit ramener la première étoile sur notre maillot. Et quand on prend ces objectifs-là et ces postulats-là, on peut dire qu'il y a beaucoup à redire, surtout avec les 2 défaites qu'on a affichées durant les derniers matchs. Je crois qu'on doit beaucoup se remettre en cause et puis faire une analyse sur l'état de forme actuel de notre équipe. Alors, vraiment? Écoutez, pour moi, c'était un événement quand même, la qualification. Ah. Oui, c'est un événement, mais on ne doit pas s'en réjouir outre mesure. Outre mesure parce qu'on n'est plus au stade où une qualification pour une CAN au Burkina va nous sortir dans les rues pour saluer cela. Non, je pense qu'on s'en réjouit parce qu'il y a un travail qui a été fait. C'est pas simple parce que quand vous prenez la question du palmarès aujourd'hui en football, ça appartient pas tout. Au football, c'est la vérité du terrain qui compte. Et on l'a appris à nos dépens sur ces 2 derniers matchs-là d'ailleurs. Alors, maintenant, je dis, on s'est qualifié à 2 journées avant de la fin. C'est très bien, on s'en réjouit. Mais l'arbre de la qualification à 2 jours de la fin ne doit pas cacher la forêt de la performance globale des étalons. Et c'est à cela qu'on doit voir pour se projeter sur l'avenir. Parce que les étalons sont qualifiés, certes, mais ils ne sont pas rassurants. Ils n'ont pas été rassurants sur les 2 dernières rencontres. Et véritablement, il y a un travail à faire. On se rend compte que la qualification est là, certes, mais pour l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de remporter une CAN. Voilà. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, à sortir de ces 2 journées-là, on se rend compte que cet objectif-là, pour l'atteindre, il va falloir encore cravacher dur. D'accord. Voilà. D'accord. Vous me permettez là quand même de rentrer dans le vif du sujet, ce qui fait vraiment l'objet de ce débat-là. 2 défaites consécutives. Incompréhensible presque, même si face au Sénégal, les étalons en tout cas ont tenu tête au Sénégal jusqu'à la 80e voire 83e minute avant de s'effondrer finalement. Et puis voilà, et sur le score d'1-0 et puis à la suite face au Malawi où les étalons devraient terminer en beauté, ils se sont fait surprendre, on va dire, sur le score de 3-0. C'est quand même un score assez lourd qui mérite le débat. Alors déjà sur ces 2 défaites de Burkina devant le Malawi, comment expliquez-vous ces 2 défaites-là en tenant compte du contexte aussi, Nabi Bayala? Oui, et ces 2 défaites s'expliquent tout simplement par déjà la qualité des joueurs qui étaient présents pour ces 2 rencontres. On a vu que c'était tellement différent du regroupement passé. Sur toutes les lignes, on avait des lacunes. Et quand on voit, contre le Sénégal, on a la défaite n'est pas trop méritée que ça. Mais face au Malawi, on a vu vraiment qu'on a des lacunes, surtout sur le plan de la créativité du jeu et même dans l'animation défensive où on voit qu'on ne défend pas collectivement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on voit bien ces 2 défaites, on peut se poser la question sur la qualité actuelle. Est-ce qu'on a une équipe bâtie pour rivaliser avec les grands d'Afrique? Donc, je crois que on va revenir au fur et à mesure dans les débats. Mais franchement, c'est la dernière défaite contre le Malawi. Je crois que beaucoup de Burkinabés ont été choqués quand on voit les réactions de partout. On ne s'attendait pas à un tel niveau de nos étalons. Donc, sûrement, on va se poser la question sur ça. Alors, restons sur le match face au Sénégal. Alors, déjà, on savait que le Burkina était qualifié et tout de suite, il y a eu beaucoup de défections. Les défections sont dues à des blessures de certains cadres en griffe. Comment est-ce que vous avez trouvé cette défaite-là? Lui, il a dit que c'est une défaite pas vraiment méritée parce que pour lui, les gars ont mouillé le maillot. Oui, au regard du contenu du match, on peut dire que la défaite, quelque part, elle est un peu injuste. Je pense qu'un match nul aurait été logique par rapport à ce qu'on a vu. Mais d'abord, par rapport à la question, je dirais que mentalement, déjà, les étalons ont perdu le match. Lorsque vous regardez, nous sommes sortis autosatisfaits d'une double confrontation avec le Burundi où les étalons étaient au sommet
on va dire, au sommet du football africain, on va dire au sommet de tout son art, parce qu'on estimait que la qualification était acquise et que quelque part, on a mis de la manière contre le Burundi. Et au retour contre le Sénégal, nous étions dans la même position que le Sénégal était contre le Burkina la première journée. Parce que les Sénégalais s'attendaient à fesser le Burkina au match aller. Et lorsqu'il y a eu la débâcle, et vous vous souvenez même que ça a coûté le départ de l'entraîneur quelque part, cette contre-performance des Lions du Sénégal contre le Burkina. Et le Burkina, en retrouvant le Sénégal, est resté dans sa logique en disant « Nous avons pu les tenir tête, donc maintenant nous allons les battre. » Et quelque part, nous n'avons, pour moi, je pense qu'en suivant le match, quelque part, nous nous sommes dit que les battre allait être une logique sportive parce que nous avons fait match nul à Dakar, donc à Bamako, au match retour, nous allons les battre. Or, les Sénégalais d'abord revenaient assez revanchards, donc parce qu'ils ont eu une performance contre le Burkina Faso, et vous avez vu que l'entraîneur nouvellement arrivé jouait aussi sa crédibilité parce que c'est contre le Burkina Faso que son prédécesseur a été débarqué. Je pense que ce sont des analyses que l'encadrement aurait pu se servir de ça, d'abord pour la préparation du match en essayant de fixer le contexte et revoir un peu aussi le contenu. Nous sommes restés dans le système classique. Par contre, le Sénégal a changé et vous avez vu que les Sénégalais ont été plus agressifs. C'est vrai, mais le Burkina s'est procuré presque les meilleures occasions. On a vu des occasions vraiment assez franches où les joueurs burkinabés n'ont pas été oui, c'est pour ça que je dis que réalistes devant le but. Le match logique aurait été logique dans ce sens-là, parce que le Burkina a eu des occasions. Quand vous vous rappelez de l'occasion de Cédric Badolo, vous vous rappelez du coup de tête de Sédou Sempore, ce sont des occasions qu'on aurait pu avoir. Mais comme je l'ai dit, pour moi, dans la tête, nous n'étions pas là. Nous étions là physiquement et nous avions la rage de vaincre par rapport au Sénégal, mais dans la tête, nous n'étions pas là pour rester concentrés par rapport à cette rencontre-là. Et naturellement, contre le Malawi, ça a été la suite logique parce qu'une cascade de défection, là, je pense que l'encadrement même n'a pas su anticiper. C'est vrai que les blessures ne se prévoient pas, mais l'encadrement lui-même a été dépassé par le nombre de blessures et de telle sorte à ce qu'il a fallu parer au plus pressé. Il a fallu, comme on le dit, assurer les affaires courantes contre le Malawi. Mais la réalité du terrain nous a montré que nous n'avons pas pris notre adversaire au sérieux. Parce que sur cette confrontation, le Burkina avait 5 victoires et 2 matchs nuls. Nous n'avons jamais perdu contre le Malawi. Mais je pense que ça a été une piqûre de rappel. Et de la belle manière pour le Burkina, cette défaite-là, de savoir qu'en toute humilité, c'est la vérité du terrain qui compte le jour du match. Vraiment. L'équipe du Burkina, c'est vrai, parce que la qualification, il faut qu'on reste là-dessus. Le fait d'être qualifié, est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons qui pourrait expliquer ce manque de concentration devant le but et puis aussi ce qui s'est passé au Malawi? Non, la qualification, peut-être à une certaine mesure, mais quand on regarde aussi ceux qui étaient sur le terrain, la plupart, là, pour ceux qui étaient pour le match du Malawi, il y avait des joueurs qui avaient une chance, en fait, qui devaient confirmer, qui devaient en tout cas saisir les chances sur ce match-là. Et quelle que soit la qualification, que la qualification ait été acquise ou non, ces joueurs-là devaient s'élever, devaient monter leur niveau. Malheureusement, on a vu que c'était vraiment un naufrage collectif du côté du Malawi. Maintenant, quand on est qualifié, c'est vrai qu'on n'a pas la même manière d'aborder un match quand on est qualifié, quand on n'est pas qualifié, mais ça n'explique pas cette déconvenue de Lilongwe. Parce que les Malawites, même éliminés, aussi avaient envie de quand même sortir par la grande porte. Ils étaient déterminés. D'ailleurs, en conférence de presse, le coach malawite avait dit qu'il fallait que le Burkina s'attende à une équipe, pas la même équipe que celle qu'elle a battue lors du match aller. Vous savez qu'ils ont changé de coach. C'est pour vous dire que le Malawite venait déterminer. Même étant éliminé, ils venaient se battre. Ils avaient l'esprit de revanchard. Les Burkinabés, bon, on est arrivé sur ce match-là. Peut-être qu'on avait déjà gagné. On s'est dit, bon, le Malawi c'est le dernier de la classe. On va pour terminer en beauté et puis on revient. Alors que le football, on l'a toujours dit, c'est la réalité du terrain qui compte. Maintenant, on a vu des joueurs qui devaient saisir les chances, qui n'ont pas pu saisir. Bon, il faut aussi signaler en amont les nombreuses absences. Parce que, oui, ça aussi, il faut en parler. Parce que
sur ce match, sur cette double confrontation, ces deux matchs-là, pardon, on a vu en gros 9 à 10 absents de la liste des 25 préalables. Tous sur blessure. Allez-y comprendre, c'est vrai, ça peut être une coïncidence, mais moi, j'ai le droit de douter fort de la sincérité, en tout cas des blessures qui ont été annoncées. Et ça, c'est dangereux. Oui. Et ça, il faut le dire, ça c'est dangereux, parce qu'on ne peut pas avoir pour une liste de 25 joueurs jusqu'à au moins 9, déjà 6 avant le premier match et après 3 avant le second match. Il faut voir clair dans cette affaire, parce que je trouve qu'il y a un manque de sérieux quelque part. Il y a la sincérité qui manque quelque part. Il faudra arriver à... Parce que quand on parle dans le protocole des blessures, peut-être que les termes ont changé, les règles, mais quand un joueur est convoqué et qu'il est blessé, je pense que l'usage, c'est de venir faire constater sa blessure par le médecin de son équipe. Et le médecin donc, qui va aviser s'il peut jouer ou pas. Mais dans notre cas, on a vu des joueurs qui annoncent à la veille ou à l'avant-veille des blessures, et ça reste comme ça. Je pense que ça, il faut arriver à changer ça. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Voilà. Et regardez les autres. Le Sénégal, bien que qualifié, a joué avec ses cadres lors du dernier match contre le Burundi. Bien qu'étant assuré des premiers, ce sont des cadres qui ont joué le dernier match contre le Burundi. Ça vous dit que tout ça dénote comme du sérieux qu'il faut mettre au équipe nationale. Oui, il y a en tout cas un début de manque de sérieux qui est là. Il va falloir regarder à ce niveau-là pour que des joueurs ne puissent pas, comme ça, comme ils veulent, annoncer en tout cas des forfaits. Ça, c'est un en amont. Maintenant, sur le terrain aussi, ceux qui ont eu l'occasion de jouer, on s'est rendu à l'évidence que l'équipe du Burkina n'a peut-être 11 joueurs et puis derrière, il n'y a rien. Ça aussi, c'est un enseignement de... Vous pensez qu'on n'a pas de banc de touche? On n'a pas de banc de touche. On n'a pas de remplaçants de qualité. On a oublié de dire que c'est les remplaçants, les habitués seront couteaux qui sont rentrés, qui étaient titulaires et qui n'ont pas confirmé. On est en droit de penser que véritablement, on a une équipe que si les 4 ne sont pas là, mais derrière, ça ne marche pas. Alors qu'une équipe compétente, compétitive, doit avoir des remplaçants qui sont très compétitifs. Comme l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, par exemple, quand les remplaçants rentrent, c'est comme c'est une nouvelle équipe et ils arrivent à faire la différence même à tout moment. C'est de ça qu'on a besoin au niveau des étalons. Alors, Nabi Bayala, Bourema me permet de marquer un arrêt sur cette question-là des ressources humaines. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina a les ressources humaines pour avoir 11 joueurs compétitifs et puis derrière des remplaçants aussi qui ont presque la même valeur que ceux qui seront titulaires? Sur tous les niveaux, on peut dire qu'on a des joueurs de qualité, mais on n'a pas des joueurs complets qui peuvent, des grands joueurs sur le plan international qui peuvent vraiment constituer 11 joueurs pour une équipe de qualité. On le connaît tous, les grands noms, c'est les Bertrand, c'est les Edmond, Dango et Issa, ceux qui jouent dans des grands clubs et qui ont la compétition, qui ont chaque semaine un environnement de grands matchs, c'est ces gens-là. C'est quand même difficile, avec quelques joueurs seulement au haut niveau, d'aller titiller d'autres grandes nations. Parce que vous savez, même sur le plan mental, il faut, dans l'effectif, des joueurs qui... Mais une équipe, c'est pas les grands noms. Une équipe, c'est un bloc, c'est vraiment le vécu, c'est tout ça. Oui, je ne parle pas de grands noms. Oui, vous pouvez avoir le vécu, vous pouvez avoir un bon collectif, mais il peut arriver au cours du match... des événements, je ne sais pas de quoi, qui peuvent affecter mentalement surtout les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être en face de certaines situations. Si vous avez beaucoup de joueurs avec ce mental-là, ça peut permettre de tirer les autres vers le haut. Mais si dans votre effectif, vous n'avez que quelques joueurs comme ça, il peut arriver que, même s'il n'est pas absent, un de ces joueurs-là ne soit pas en forme. Et là, vous faites quoi? On peut avoir un Bertrand ou un Edmond absent, même dans le match étant présent, qui n'est pas dans son jour. Et en ce moment, je crois que les seconds couteaux qu'on a vus là, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir ramener ces gars-là. Donc, quand j'analyse bien l'équipe des étalons, on va déjà voir même sur le plan des gardiens de but. Je ne peux pas dire que Farid a été coupable sur notre défaite, mais il pouvait quand même faire mieux contre le Malawi. Et le Malawi a eu 3 tirs cadrés et 3 buts. Bon, les gardiens de haut niveau, je crois que ça pouvait faire mieux quand même. Au niveau de la défense aussi, on a vu l'absence de Edmond qui s'est fait ressentir. On avait vraiment une défense à la rue. Au milieu des terrains, actuellement, même malgré la présence de tout l'effectif, on n'a pas ces joueurs-là qui peuvent, un milieu qui peut impacter dans le jeu, qui organise le jeu et qui fait le lien entre la défense et l'attaque. On n'a pas encore ce milieu. Au niveau de l'attaque, c'est les mêmes que j'avais cités. À leur absence, on a vu qu'on arrive difficilement à cadrer les tirs. Donc quand j'analyse cette équipe, on n'a pas évolué depuis... la reconstruction de Kamou Malo, on n'a pas évolué. Et mieux, on est en train de régresser sur le plan de la qualité de l'effectif.
D'accord. Zio, est-ce que vous êtes d'accord avec Nabi Bayala qu'on est en train de régresser sur le plan de la qualité de l'effectif? Oui, tout à fait. Là, j'allais souscrire, voire même à 200% que nous sommes en train de régresser. Le Burkina, à sa particularité, n'a pas de top player, comme on aime le dire. Le Burkina, sa force, ça a toujours été un collectif avec quelques individualités qui se dégagent. Quand vous prenez la génération 2013 qui a joué la finale, nous n'avions pas de top player. Nous avions quelques joueurs comme Alain, comme Pitroapa, qui se dégageaient, comme Charles qui se dégageait et maintenant qui arrivait à tirer le reste du groupe. Et ça a toujours été la force du Burkina Faso, comme ça. Donc, chercher à avoir des joueurs top players, je pense d'abord que pour le moment, c'est encore trop tôt. On va y travailler. Et si vous me permettez, je vais prêter l'expression du président du Faso qui dit qu'on n'a pas de percuteur. Et on s'est rendu compte qu'au milieu de terrain, comme il a dit, on n'a pas un milieu de terrain rayonnant qui prend le jeu à son compte. On a voulu essayer ça à Dakar avec Cédric Badolo. Il n'a pas pu, il a fait une perte de balles et puis là on a payé cash. Contre le Sénégal, au retour encore, et contre le Malawi, on a essayé d'utiliser Trova. On a vu qu'on a payé cash parce que quand on leur donne les clés du match, ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Donc au niveau de l'encadrement, pour moi c'est de mettre les postes en concurrence. Nous sommes en équipe nationale, nous ne sommes pas en club, c'est de mettre les postes en concurrence de telle sorte à ce que les seconds couteaux, comme Brema le dit, doivent apprendre qu'ils ont leur chance à jouer et ils doivent saisir leur chance. Voilà, parce que si mentalement dans leur tête, ils se disent les leaders ne sont pas là, et que quel que soit ce qu'on va faire, je ne connais pas la vue du groupe, mais je suis assez sportif et j'ai vécu dans les vestiaires et je sais un peu l'état d'esprit. Si on va retourner dans les mêmes travers, ça veut dire que lorsque ces leaders-là sont là, les autres seront mis sur les bancs, naturellement, il n'y aura pas un dépassement de fonction. Les gens, comme on le dit quelque part, viendront seulement qu'assurer les primes de match et puis ils vont repartir. Mais s'il y a une émulation de l'encadrement de telle sorte à ce qu'il n'y a pas de passe droit, l'équipe nationale appartient aux joueurs en forme du moment. Les postes seront en concurrence. Vous verrez que les joueurs vont mouiller le maillot, ils vont progresser. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on ait vu le spectacle qu'on ait vu lundi face au Malawi et nous sommes en train de régresser dans ce sens. D'accord. Alors, quand vous regardez l'équipe alignée lundi contre le Malawi, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de continuité. Parce que le milieu qui a joué contre le Malawi est un milieu expérimental. Vous avez Sacha Bansé aux côtés de Trova Boni et puis José Tenrebego. C'est un milieu qui n'a jamais joué ensemble. Est-ce que là, il ne faut pas pointer aussi du doigt les choix tactiques du sélectionneur et de l'encadrement technique? Oui, mais ça dénote aussi du fait qu'on n'a pas encore arrivé à trouver je ne dirais pas la pelle rare, mais le milieu de qualité qui va permettre quand même d'assurer une continuité. Après 10 matchs. Oui, parce qu'on arrive tout le temps à changer. Là, depuis longtemps, mais bien avant Brahma, le milieu de terrain burkinabé a été toujours le chantier. Et ça reste toujours un chantier aujourd'hui. Parce que véritablement, on n'a pas encore ces joueurs de qualité-là qui puissent arriver. Mais il faut quand même souligner que dans cette vague de négativité-là, il faut quand même sortir le Zodio Tendrebego, qui, pour moi, en tout cas sur l'ensemble de ces deux matchs-là, a quand même surnagé. Voilà, c'est vrai que c'est une première sélection, il a été appelé à la rescousse, mais ça va un peu. Je dis qu'on a trouvé quand même quelqu'un de combattu. Moi, je sens, je l'attends d'abord, je ne vais pas m'enflammer, j'attends de voir la suite s'il est convoqué. Mais c'est pour dire que ça, c'est d'une manière, ça c'est une parenthèse. Oui. Mais par rapport au milieu, le fait qu'on change à tout moment, je reviens pour dire que c'est un problème de qualité. On n'a pas encore trouvé ces joueurs de qualité-là qui peuvent arriver en tout cas à cette continuité-là. On a essayé Cédric Badolo, vous avez vu, ça a été sur plusieurs matchs, ça n'a pas donné. On rechange, on ramène Saïdou Semporé. Sur quelques matchs, ça marche. Après, ça devient. On rechange, on remet encore Trova Boni, on rappelle Trova Boni. Il y a des joueurs aussi quand même qu'il faut regarder. Parce qu'on regarde les rendements depuis un certain temps. Je pense qu'il faut s'interroger sur leur sélection à nouveau. Parce que continuons toujours les recherches. Parce qu'il y a des joueurs qui m'ont dessus complètement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui viennent parce qu'ils ont des parrains? Des parrains, c'est très difficile de le dire comme ça, mais je pense que quand même, il faut que le sélectionneur sache qu'il a la responsabilité de l'équipe.
c'est lui qui va payer des bons ou mauvais résultats. Et donc, il doit s'assumer. Si éventuellement il y a des parrains, c'est au sélectionneur de dire à son âme et conscience, mais quitte à même perdre sa place. Si il y a des parrains, parce qu'on ne peut pas fonctionner sur des parrains. C'est vrai qu'on peut toujours conseiller, montrer un joueur à un entraîneur, mais imposer un choix à un entraîneur, c'est grave pour la suite. Mais je n'ose pas espérer qu'il y a cette situation-là. Vous voyez des parrains, je n'ose pas espérer, mais je pense que si parrain il y a pour imposer certains joueurs, je pense que c'est le sélectionneur Brahma Traoré qui est le seul responsable de l'équipe, en tout cas, de pouvoir prendre ses responsabilités et de taper du poing sur la table pour dire je veux avoir les mains libres pour gérer telle équipe-là. À défaut, c'est lui-même qui fait tous ses choix. Parce que je m'interroge aussi, parce que l'absence de conférence de presse aussi, c'est aussi ça, c'est un problème. On nous a habitués à des conférences de presse où l'entraîneur venait pour justifier ses choix. Et là, on a plus depuis deux regroupements, on assiste à des listes qui sont envoyées comme ça, et puis bon, les gens sont devant le fait accompli, on n'a pas de justificatif et tout. Donc c'est pas qu'il faut revenir avec ça pour que le sélectionneur puisse se défendre et défendre les joueurs qu'il a convoqués. Oui, je m'aligne totalement. On ne peut pas parler de parrain parce que, à nos yeux, l'entraîneur est le seul responsable. S'il se laisse vraiment manipuler ou guider par certains parrains. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont là depuis quand même plusieurs regroupements. Ils n'ont pas assez de temps de jeu, mais ils sont toujours là. Oui, on sait, le débat fait rage partout. Quand on voit Tova Boni, on va m'expliquer difficilement sa place dans cette liste. D'autres même sortent un match depuis 2022 contre la Côte d'Ivoire pour justifier sa place dans cette sélection. Si on va revenir à 2022, je crois qu'on va faire appel à Adama Djira et autres, au Bakary Koné pour pouvoir revenir jouer. À un certain moment, il faut vraiment que la forme du moment puisse plaider. Et même pour tester certains joueurs, parce qu'on dit qu'on était déjà qualifié, il faut tester certains joueurs. L'entraîneur doit quand même avoir l'œil. Parce que quand on est sélectionneur, il y a deux postulats qui se présentent. Soit tu viens avec ton dogme, ton style de jeu, et tu amènes les joueurs à s'adapter, à suivre ton style de jeu. Mais c'est souvent un peu difficile en sélection, surtout des sélections comme on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de joueurs pour faire les choix. Donc il faut s'adapter aux qualités de tes joueurs. Et je crois quand même que le sélectionneur a pu voir et il sait quel joueur peut quand même faire son jeu. Quand on se retrouve avec des Tova Boni comme sentinelle, on a vu avec le match contre le Malawi, il n'avait pas vraiment le niveau. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il n'avait pas le niveau. Et ça réjaillit sur tout le milieu du terrain. On ne s'est plus retrouvé dans le match. Donc l'entraîneur doit prendre ses responsabilités, parrain ou pas, pression ou pas. Tu prends tes responsabilités. Tu es le seul garant de cette équipe nationale sur le plan tactique. Que les joueurs ne se donnent pas ou n'ont pas d'envie, ça peut, même ça, l'entraîneur peut les pousser à avoir l'envie, mais on n'en tiendra pas rigueur. Mais sur le plan de la cohérence du jeu, je crois que l'entraîneur est tout à fait le seul responsable de l'équipe. D'accord. Non, oui, merci Modeste. Non, on ne vit pas dans le groupe, donc, mais au regard de ce que l'on voit, il y a un manque de cohérence par rapport à la liste, et je vais revenir sur la conférence de presse, parce que quelque part, la conférence de presse, c'est pour nous expliquer en fait quel est l'état d'esprit et pourquoi on appelle tel joueur et pourquoi on n'a pas appelé tel joueur. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de cet exercice-là. Au contraire, ça doit être une occasion pour l'entraîneur de pouvoir être assez transparent, le plus transparent possible aux journalistes, et qu'ils ne voient pas aussi dans les journalistes sportifs comme des empêcheurs de tourner en rond. Non, les journalistes font leur travail et au contraire, peut-être qu'avec certaines analyses, on l'éclaire quelque part. Maintenant, le manque de cohérence, c'est aussi le manque de complémentarité. Pour moi, par moment, lorsque je regarde la sélection et que je regarde le classement, je trouve que je ne suis pas entraîneur, mais je trouve par moment qu'il y a un manque de complémentarité où il y a une volonté de ne pas voir la réalité. Lorsque vous prenez Cédric Badolo, oui. Cédric Badolo n'a pas la qualité d'être un meneur de jeu pour le foot des étalons. Il ne peut pas. Modeste, vous connaissez Cédric Badolo, vous l'avez vu, on l'utilise comme couteau suisse, mais Cédric Badolo ne peut pas être le dépositaire du milieu de terrain au niveau du Burkina Faso. Ça, ce n'est pas sa qualité. Traoré, en l'absence de certains joueurs capables d'être, comme le président du Faso l'a dit, d'être des meneurs d'hommes, d'être des leaders, à défaut de cette... Mais Badolo, il peut le faire, non? Oui, mais Badolo ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas cette qualité. Et quelque part aussi, on a vu un joueur comme Josier
les quelques minutes qu'il a eues, il a montré qu'il a cette qualité-là. Encore faut-il qu'il y ait une continuité aussi dans la confiance lorsqu'on donne à un joueur. Parce que lorsque tu fais une prestation en game où tu estimes avoir été bon et qu'à la prochaine sélection on ne te retrouve pas, tu te poses la question et toi-même, ça te casse l'esprit et ça te casse le moral. C'est quelque part, on perd facilement un joueur comme ça parce que le perdre, ce n'est pas le simple fait que le joueur fait une mauvaise prestation, mais c'est dans la tête qu'on l'amène lui-même à douter de sa capacité, on l'amène lui-même à se poser des questions et justement à un moment donné, lorsque ce joueur-là est appelé à compétir, il perd toutes ses capacités. Aujourd'hui, donnez-moi le nombre de buts que Cédric Badolo a marqué en équipe nationale. Je pense que ça va être une question pour un champion aujourd'hui. Voilà. Il attend toujours de marquer. Voilà. Donc, quelque part, ce sont ces réalités. C'est un joueur qui a un coffre énorme dans la combativité, dans les récupérations, dans l'agressivité. Mais pour être dépositaire du football, du milieu de terrain, il n'a pas cette touche technique-là. Il n'a pas cette vision de pouvoir faire une relance à près de 30 mètres entre les lignes pour permettre à son attaquant tout de suite d'être en position de marquer. Donc, ce sont des réalités sur lesquelles il faut que l'entraîneur ait le courage. Pour moi, il faut qu'il ait le courage de prendre des décisions impopulaires. C'est-à-dire que il doit se passer de certains cadres, qu'il se passe de certains cadres. Aujourd'hui, quand vous prenez Blati Touré, mais est-ce qu'il y a mieux que ces joueurs-là? Quand vous prenez Sangaré, ce sont des joueurs pour moi qui sont en train d'être dépassés au niveau du milieu de terrain par rapport aux exigences aussi qu'on est en train de demander. Donc, il faut avoir le courage. Ce n'est pas la peine de les faire venir pour qu'à la dernière minute, on nous dise « Ah, il a une blessure, il n'a pas une blessure, il ne peut pas jouer. » Qu'est-ce qu'on fait? Il faut tester, même si c'est dans le championnat burkinabé, pourquoi pas? D'accord, voilà. On a vu qu'il a donné la chance à un joueur comme Clément Pitroapa, qui n'est pas ridicule depuis que le championnat a commencé. Voilà, qui peut aussi avoir son mot à dire. Donc, essayons de donner la chance à tout le monde et que chacun saisisse sa chance. Ceux qui n'ont pas saisi, on les met de côté, on avance. Quand vous prenez le côté gauche, il reste un chantier pour les étalons parce que nous tous, nous savons qu'un gars comme Valentin Nouma n'a pas... sur toutes les prestations sur lesquelles il est en deçà et il est décevant. Donc, je ne pense pas qu'il faut forcer par rapport à une porte qui est entrée ouverte. C'est pour ça, lui-même, contre le Sénégal, a ramené Steve Yago contre le Sénégal. Donc, ce sont des réalités sur lesquelles lui-même doit savoir tirer les conséquences, à mon avis. D'accord. Nabi Bayala veut réagir. Sur le plan des limites de notre effectif, quand on dit est-ce qu'on a mieux? Oui, moi je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a mieux que ce qu'on a commencé aujourd'hui? Je pense que les choix de l'entraîneur ne doivent pas nous guider à ne pas voir plus large. D'accord. Surtout au niveau du chantier du milieu du terrain. L'entraîneur s'entête à rappeler des joueurs qui n'ont pas encore prouvé, alors qu'on a d'autres joueurs qu'on n'appelle pas, qui n'ont pas fait pire qu'eux. D'accord. Quand on voit Ismaïla Ouedraogo, il est en forme en ce moment avec son club. Même si à un certain moment il a eu... Il évolue en Grèce, première division. Voilà, je ne pense pas qu'il puisse faire pire que ce qu'on a vu contre le Malawi. On a Brian Dabo, c'est vrai qu'il a été délaissé longtemps en Iran. Il fait des bons matchs en Ligue des champions asiatiques. Bon, quand tu laisses ces joueurs, on ramène des joueurs qui n'ont pas encore prouvé. Et dans une certaine mesure, Aziki, moi je le dis encore, c'est vrai qu'il n'a pas encore prouvé en équipe nationale. Mais il ne fait pas de mauvais matchs. Il est là, il ne fait peut-être pas ce qu'on attend de lui. Mais je ne pense pas qu'on peut écarter un Aziki et laisser des Cédric Badolo sur cette liste-là. Donc l'entraîneur travaillerait à donner la chance à tout le monde. Par exemple, au niveau de ces... Aziz qui a eu sa chance, non? Oui, il a eu sa chance, mais... À plusieurs reprises. Mais quand on voit les joueurs... Il a été sanctionné, si je comprends bien, pour cette liste. Mais quand on voit les joueurs qui ont été ramenés, Aziz qui n'a pas fait pire qu'avant. Donc je crois qu'il faut avoir une saine émulation de l'effectif pour pouvoir tirer le meilleur de cet effectif-là. Vraiment? Oui, je sur la question du chantier au milieu, est-ce qu'on a mieux que ce qu'on appelle aujourd'hui? Non, on a mieux, pourvu qu'on aille chercher. Il faut donner la chance à tout le monde, comme on a dit. Parce que ceux qui sont là, certes, il y a de la qualité. Je suis déçu de voir le rendement de certains. Parce que quand on voit le potentiel de certains et leur rendement sur le terrain, il y a de quoi s'interroger. Mais en même temps aussi, c'est un mal pour un bien. Ça montre qu'il faut aussi élargir
le spectre de la recherche. Parce qu'au niveau, même si c'est, je le dis, même au niveau du championnat, on a des joueurs quand même qui arrivent à essayer de se battre à ce niveau-là. Et puis encore chercher, trouver, bon, je sais pas, il faut quand même des... Vous savez, voilà, le mot que je cherchais est là. Les joueurs, la combativité est un élément très important au niveau de ce secteur-là aussi. Vous pouvez être techniquement bon ou quoi. Quand on vous sent pas, vous n'avez pas cette grinta. Regardez Chacha Bansé, c'est vrai, il est fautif. Je l'aurais mis en tout cas parmi les joueurs top de ces deux matchs-là. Nous étions peut-être à la faute sur le troisième but Malawitz, mais ça n'enlève pas ce que je pense de lui d'une manière générale. Mais quand on voit ce garçon jouer, c'est-à-dire qu'il faut être combatif. Le milieu de terrain, c'est un poste ingrat. Ce poste-là, il faut être combatif. Il faut montrer cette rage de vaincre-là. Ça peut vous aider à arriver donc à faire la différence. Bon, on a vu des joueurs, bon, sur ce compartiment-là qui, véritablement, sur les deux matchs-là, ça m'amène à poser des questions. Il y a véritablement pas eu de joueurs qui ont marqué des points à ce niveau-là. Alors, ça reste toujours un chantier. Malheureusement, le chantier est toujours là. Il faut continuer en tout cas à aller trouver ces joueurs-là qui vont arriver à se battre. Il faut élargir. Quand il n'y a pas d'élargir, ça m'amène à penser aussi, dans la perspective de Griffe, c'est-à-dire que les joueurs, que ce soit nos binationaux, que ce soit nos locaux, à tous les postes, il faut trouver la concurrence. Il n'y a pas de passe droit. Que chacun puisse arriver à se battre pour pouvoir donc montrer qu'il mérite de rester à ce poste-là. Je pense qu'il faut que le sélectionneur et ses équipes, ses collaborateurs, arrivent à ouvrir les yeux et élargir encore le spectre pour trouver les joueurs. C'est leur rôle de trouver les joueurs là où ils sont pour pouvoir venir donc renforcer le milieu de terrain qui reste toujours depuis longtemps un chantier. D'accord. Voilà. Alors, Nabi Bayala a parlé de regarder certains joueurs qui ne sont plus convoqués. Oui. À l'image de Brahim Dabo, de Smaïla Ouedraogo, tous des joueurs du milieu. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, il faut rechercher, bien sûr. Je pense qu'il y a des joueurs, il a parlé aussi des joueurs, des anciens qui sont appelés, mais et des anciens qui sont appelés, mais qui ne donnent pas satisfaction, comme Gustavo Sangaré et Blati Touré. Oui, il faut, une équipe, c'est comme ça, c'est un processus, c'est dynamique. On ne reste pas éternellement d'une équipe nationale. Voilà, quand on arrive au bout de son cycle, il faut arriver donc à donner du sang neuf. Il a parlé des Brian Dabo et autres. Moi, je pense que même en plus de ceux qu'il a cités, il faut aussi voir même le niveau des binationaux. Okay. Oui, les binationaux. Il ne faut pas, même au niveau du poste de gardien de but, il faut encore les chercher aussi à ce niveau-là. Je pense je ne vais pas revenir sur le débat de la fond, mais il faut aller chercher. Voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit gêné par rapport à la question des binationaux. Excusez-moi, Alban Lafont est-il... Enfin, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller chercher Alban Lafont? Oui, pour moi, oui. Tant que le joueur est disponible pour jouer pour le Burkina Faso, il faut le chercher. Il ne faut pas... Aujourd'hui, la question, si on a des équipes des pays qui jouent avec des joueurs qui n'ont pas véritablement... C'est vrai, ils sont naturalisés, mais ils n'ont pas... Le mot me manque, mais je vais dire en fait, il ne faut pas qu'on ait honte ou qu'on se gêne de plus de pouvoir trouver des joueurs binationaux pour l'équipe. Non, il faut arriver il faut taire les divergences. Même Brian Dabo, on a parlé de son discipline tactique. Ça, c'est à voir. C'est vrai qu'il ne faut pas aussi amener des joueurs qui vont pourrir le vestiaire. Oui. Ça, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il faudra arriver à trouver, si un joueur, d'abord, le premier critère, d'abord, c'est la forme. La forme. Il faut aller chercher ces joueurs-là. Si un binational mérite, on a une équipe qui travaille en fonction avec les binationaux. Il faut aller les chercher. Il faut pouvoir injecter ces joueurs-là dans l'équipe nationale parce qu'il faut préparer la CAN. On a la chance, la CAN c'est dans une année. On a encore du temps et il faut donc arriver à renforcer tous les compartiments-là et prendre les compétences où qu'ils se trouvent. Dans le championnat national, on a des joueurs qui peuvent prétendre à ces places-là. Il faut les chercher, il faut leur donner leur chance. Au niveau donc, on a parlé de Clément Poutrapa, qui n'a pas été ridicule, qui est rentré, qui a eu un petit temps de jeu, mais qui a montré qu'on peut... en tout cas, il y a de bonnes perspectives avec lui. Il faut... on a des garçons comme le Landry Kaboré, on a parlé de Brian et autres. Il faut aller... Il faut les Rachid Kouda, il faut... Voilà, Zungrana. Il faut... Les joueurs sont là. Voilà, on ne parle pas de binationaux, il faut aller les toucher. Ils veulent souvent être approchés. Approchons-le, amener. On n'a pas dit qu'il faut, ce sont les binationaux qui vont venir sauver le football burkinabé. Non, il n'est pas question de cela. Mais quand on a des compétences, où qu'ils soient, il faut aller les chercher. Voilà, il faut les chercher pour renforcer l'équipe. D'accord, alors Zio, aujourd'hui on est dans les perspectives. On a envie d'avoir une équipe compétitive dans un an qui puisse aller titiller les grands noms du continent. Comment on fait pour renforcer cette équipe-là aujourd'hui? Non, c'est d'abord avoir la politique de l'approche, de la détection. Comme Brema l'a dit, si on n'ouvre pas le spectre
de la détection et que nous restons focalisés sur notre tendance et notre vécu habituel. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un joueur, on l'appelle. Non, il faut avoir la détection, il faut aller chercher. Quand vous prenez aujourd'hui l'équipe du Maroc, le Maroc a arraché Diaz à l'Espagne. Voilà pourquoi le Maroc a arraché. Alors que les Ben Seguir. Il n'y a pas que Diaz. Voilà. Il y a aussi, avant Diaz, il y avait le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, que l'Espagne voulait. Voilà. Il est même arrivé en équipe nationale. Il a même joué la CAN sans pouvoir parler un seul mot. Il ne parlait que espagnol. Oui. Voilà, quelque part là. Mais c'était sa qualité. Aujourd'hui, il porte le brassard et ça n'offusque personne. Voilà. Diaz est venu. Brahim Diaz est venu. Il est au Real de Madrid et il apporte quelque chose. D'abord, il faut ouvrir le spectre, voir si la présence ou la venue de ce joueur-là peut avoir un impact. Parce que le tout n'est pas de se mettre dans la casquette de la binationalité pour donner l'impression qu'on est supérieur aux autres. Non, on peut avoir un joueur qui joue dans le championnat burkinabé, qui est meilleur à un binational qui est à l'étranger, mais qui a besoin d'abord qu'on lui donne sa chance et ensuite qu'on lui fasse confiance. Oui. Voilà. Et si on ne fait pas... Oui. Quand vous prenez le cas de José Tendré-Bergo, il a fallu qu'il prenne l'avion pour être convoqué. Tout à fait. Parce que ça ne vaut même pas un an qu'il est parti à Annecy en Ligue 2 française. Tout à fait. Et tout le monde connaissait les qualités de l'homme dans le championnat national. Mais justement, c'est ça qui a amené à un moment donné les joueurs burkinabés à se dire que si tu veux jouer aux étalons, lorsque vous discutez avec les joueurs, il va te dire que même s'il est XXX meilleur joueur du championnat burkinabé, tant qu'il n'ira pas à l'extérieur et quelque part dans une zone exotique, je ne sais pas, Azerbaïdjan, Moldavie, quelque chose comme ça, le plus important pour lui, c'est d'être hors du Burkina Faso et d'être en Europe pour qu'on puisse l'appeler. Et ça, ce n'est pas normal et ça, c'est pas une bonne politique pour nous. La qualité de Josier ne s'est pas déculpée du simple fait qu'il s'est retrouvé dans l'Hexagone. Non, c'est une qualité qu'on connaissait, qu'on voyait au niveau de Majestic tous les week-ends ici. Et on savait qu'il tapait à la porte de l'équipe nationale et il fallait le lui donner. C'est comme aujourd'hui, vous prenez un joueur comme Clément. L'entraîneur a pris le courage de le mettre dans le groupe, de lui donner sa chance et ça doit lui donner à réfléchir. Et quelque part aussi, c'est une émulation pour ce joueur-là de se dire que je ne suis pas obligé d'être à l'extérieur pour pouvoir jouer dans l'équipe nationale du Burkina Faso. Quand vous prenez l'équipe du Malawi, lorsque nous écoutions nos collègues le lundi, sur les 11 joueurs, on avait pratiquement 8 ou 9 qui jouaient dans le championnat malawite, mais ils n'ont pas du tout été ridicules. Un championnat inconnu. Voilà, un championnat inconnu. Donc, pour moi, ouvrir le spectre, voir la qualité du joueur et voir son impact par rapport à ce qu'il peut apporter dans le groupe et mettre les postes en concurrence, c'est dans ce sens-là que je pense que les étalons pourront passer un cap. Vraiment. Je me rappelle même pour les joueurs locaux qui ont été lancés dans ce match-là contre le Malawi, parce que vous voyez, ils sont rentrés pratiquement quand on était mené déjà 3-0. C'est pas le bon moment pour lancer des joueurs qui arrivent, mais ils ont quand même essayé d'exister, de vraiment montrer qu'ils peuvent. Parce que ce sont les gens, les joueurs là, généralement, ils sont avec l'équipe. Lorsqu'on est dans un match un peu facile, ou en tout cas on mène, on les lance. Et eux aussi, ils prennent la mesure des étalons et en même temps, ils arrivent à s'exprimer facilement. Mais quand vous entrez dans un match déjà où vous êtes mené 3-0, on leur demande de faire plus, de courir plus, et véritablement pour une première, c'était pas simple. Mais ils n'ont pas été pour autant ridicules. Mais je crois que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir, comme on l'a dit, de pouvoir donc les intéresser à tout moment. Et puis avoir le courage, si c'est un cadre qui ne répond plus sur plusieurs matchs, il faut les mettre de côté, les remercier, pas de façon truc, mais il faut les remercier comme ça que ça se passe, une équipe nationale. On arrive donc, on vient, on reste pendant un moment et on la quitte. Alors, certains aussi accusent l'encadrement technique d'avoir fait des choix tactiques pas rassurants. Par exemple, face au Sénégal, lorsque vous sentez que votre milieu ne va pas exister devant un milieu du Sénégal XXL, j'ai envie de dire, c'était de blinder le milieu avec un système à 3-5-2. Et ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Nabi? Moi, je pense qu'il faut avoir quand même une vision holistique de la chose. On accuse l'encadrement, on accuse les joueurs à chaque fois. Mais même au niveau de la constitution de l'effectif, il faut avoir des outils. Il faut, au niveau de la DTN, il faut que la DTN aussi joue son rôle.
même au niveau pour la détection des binationaux et autres, les techniciens peuvent... Il y a quelqu'un qui est nommé pour ça. Oui, bien sûr. Aristide Bancé est nommé au ministère pour aller chercher les oiseaux rares. Aristide Bancé seul, il peut découvrir ça. Comme nous, il peut voir un nom de binational à quelque part. Mais est-ce que ce binational-là peut servir vraiment à l'équipe nationale? On ne cite que des grands noms comme Lafont et Oudjounglana qui sont déjà prêts. Oui, mais au niveau des petites catégories, il faut déjà faire l'approche quand ils sont jeunes. Et pour ça, il faut des outils, notamment les équipes de jeunes, et U20 et surtout U23. Notre U23 est pratiquement inexistant. Pour moi, l'équipe U23 peut permettre d'amener certains joueurs. Quand on voit le match contre le Malawi, on voit que des joueurs ne méritent pas de jouer à l'équipe nationale. Et on aurait dû détecter ça derrière le U23. Même Josué Tiendrebero, si on avait une équipe de U23 dynamique, on aurait dû voir il y a longtemps que Josué Tiendrebero a sa place à l'équipe nationale. Donc il faut réactiver ces outils-là pour pouvoir aider l'équipe nationale dans sa marche et dans la détection des joueurs qui peuvent venir l'aider. C'est ce que j'avais dit au début de mon introduction. J'ai dit d'abord, le match contre le Sénégal, pour moi, nous l'avons raté mentalement avant de le rater sur le terrain. Parce que l'approche tactique du match, psychologiquement, nous n'étions pas dans le match. Parce que nous étions satisfaits d'un match nul à Dakar. Et le scénario du match nous a donné l'impression que nous allions être invincibles contre cette équipe, alors que le Sénégal a changé son approche. Le Burkina n'a pas du tout changé son approche. Le Sénégal a décidé de ne pas nous regarder du haut. Le Sénégal savait qu'il ne pouvait plus nous fesser. Et comme je l'ai dit, l'encadrement du Sénégal avait changé. Mais le Burkina est resté dans sa vision. Le Burkina est resté... la titularisation d'un gardien comme Edouard Mendy s'explique. La titularisation d'un joueur comme Diatta s'explique. Pourquoi? Parce que justement, il avait besoin qu'un joueur comme Diatta soit box-to-box et puisse revenir renforcer le milieu de terrain. Et c'est ce surnom-là qui crée aussi qui a créé la différence, parce que l'agressivité, les Sénégalais l'avaient, les Burkinabés ne l'ont pas eu. Donc, l'approche, déjà en restant dans le 4-3-3, a fait que le Burkina a été noyé par rapport au milieu de terrain. Quand vous avez aussi des joueurs qui déjouent le jour du match, ça crée pratiquement une équation insoluble pour l'entraîneur. Et c'est vrai que le résultat est sévère. Nous aurions espéré une victoire, voire un match nul qui allait être logique, mais la défaite est venue quelque part. Et ça aussi, c'est de la culture tactique. Lorsque vous faites la genèse du but, le joueur sénégalais Habib Diarra avance dans un milieu de terrain inexistant. Et Sacha Bancé, comme on l'a dit, qui est sorti du lot, était obligé de compenser entre Seydou Semporé et Cédric Badolo. Voilà, il était obligé de se démêler. Sacha s'est projeté en attaque, on l'a vu. Lorsque Josué portait le ballon, c'est lui-même qui est allé perturber Josué. On ne sait pas pourquoi à cet instant précis du match il se retrouve à ce poste. Voilà, donc c'est quelque part cette naïveté aussi tactique-là que les Sénégalais ont saisi, parce que quand vous jouez aussi avec une équipe regroupée, par moment, pour la faire sortir, ce sont les frappes. Ce sont les frappes à distance, et je pense qu'avant la frappe de Habib Diarra, le Sénégal avait déjà essayé deux frappes, et vous avez vu que sur les côtés, c'était assez fermé, parce que... comment il s'appelle, Sadio Mané n'arrivait pas à prendre le dessus sur Issa Kaboré, et c'est au niveau de Siviago aussi, il n'y avait pas de place. Donc à un moment donné, c'était dans l'axe, et dans l'axe, il fallait frapper, et quelque part à un moment donné, ça fait mouche, et on paye les conséquences à ce niveau-là. Ce but-là ressemble au premier but malawite. Ce but ressemble tout à fait au premier but malawite. Pourquoi? Parce que quelque part, lorsque on est noyé au milieu de terrain, c'est l'axe central qui va sortir. Et lorsque l'axe central va sortir, il va créer un décalage qui crée justement une faille. Et l'attaquant, s'il n'est pas pris, soit il va frapper, soit il va faire la passe. Mais ils ont analysé le jeu du Burkina Faso. Dès que le milieu est débordé,
c'est un défenseur de l'axe, un axial qui va sortir. Et dès que l'axial sort, tout de suite, il faut frapper. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'être dans la surface. Il faut que le tir soit cadré. Et vous avez vu, les 2 buts ont pris notre gardien qui a constaté les dégâts. D'accord. Ils ont été aidés en cela aussi par le fait aussi que notre gardien n'était pas aussi rassurant, il faut le dire. Voilà, cela, Farid, sur ces 2 matchs. Farid avait fait un bon match contre le Sénégal. Contre le Sénégal, oui, ça, c'était quand même un peu bon. Oui, voilà, quand même, il a fait 4 arrêts, je pense 4 ou 5 arrêts. 5 arrêts. Oui. Voilà, maintenant, après, face au Malawi, c'était vraiment... Il a monté toutes ses limites. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose. Parce que quand je vois Farid jouer, je pense que le garçon n'est pas encore évacué. C'est depuis cette histoire du Cameroun. Oui, parce qu'on le sent très frileux quand il est dans ses buts. J'ai l'impression qu'il a ça en mémoire. Et je pensais qu'avec la double conférence contre le Burundi, c'était fini. Parce que je regarde, mais il est beaucoup aidé en cela par Edmond Tapsoba, qui fait un travail de coaching à côté de lui. Ça, si vous remarquez plusieurs fois, Edmond lui parle à tout moment. Mais si ce match contre le Malawi avec l'absence d'Edmond, j'ai compris qu'il faut encore qu'il travaille, Farid. Mais ça montre qu'on a beaucoup de chantiers. Au niveau des gardiens de but, on n'est pas encore là. J'aurais voulu, personnellement, quelque part, qu'on puisse lancer le jeune Philippe Lapin-Maré. Oui, j'aurais voulu ça, même si on a là cette défaite-là. Mais j'aurais voulu ça, parce que c'est un garçon, pour moi, qui en ce moment qui a la pleine confiance. Il est très confiant, il est très sûr de lui et il a faim, il a envie de jouer. Donc je pense qu'on aurait pu quand même lancer ce petit-là pour voir quelque chose. Bref, il faudra quand même regarder par la suite si la forme, il maintient la constance. D'accord. Alors, les éliminatoires sont derrière. On sait que dans un an, ça sera donc la CAN. La CAN, c'est du 21 décembre au 18 janvier. 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Donc, dans un an. Qu'est-ce que Brahima Traoré doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire en priorité? Parce qu'on sait que les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde qui se poursuivent. En masse, voilà, et déjà, on va continuer. Qu'est-ce qu'il doit faire en priorité? En prélude donc à cette CAN qui arrive. La CAN est encore loin, je pense que, mais elle est proche également. Il faut déjà continuer le travail de détection pour renforcer l'équipe, c'est très important. Il faudra aussi que le sélectionneur, je reviens, il faut qu'il s'assume. Voilà, il faut qu'il s'assume, qu'il puisse, en tout cas, si, on a parlé tout à l'heure de est-ce qu'il y a des parrains ou pas, oui. En tout cas, il faut qu'il prenne son indépendance, qu'il puisse être responsable de tous les choix qui sont faits. Ça, c'est un, d'abord, pour qu'il s'assume, et qu'il puisse, il ne faut pas se baser sur le palmarès. En football, c'est la réalité du moment. C'est vrai, les joueurs qui parlaient, tout ce qu'il y a comme les aura et tout, peuvent canaliser une équipe. Mais le critère premier, là, d'abord, c'est la forme. Et quand on regarde, on a un vivier de joueurs qui, quand même, sont en forme. Les joueurs qui sont en forme, il faudra arriver à pouvoir donc injecter, pour préparer la CAN, ça se prépare dès aujourd'hui, avec des joueurs qu'on va mettre dans le bain pour déjà concurrencer ceux qui sont déjà là. Ce qu'on appelle cadres. Les cadres de l'équipe qui sont présents actuellement. Il faudra arriver à faire revenir aussi les binationaux qui le méritent. Il faut les appeler, il faut mettre l'approche rapidement, urgemment pour qu'ils viennent, pour qu'ils prennent déjà la mesure de l'équipe avant la CAN. Il ne faut pas attendre à la veille ou à la CAN pour les appeler. Non, il faut les appeler maintenant, c'est deux. Les locaux aussi, il faut les essayer. Il faut donc arriver à trouver ces viviers des joueurs-là et arriver à créer la concurrence. Il faut aussi penser, quelque chose qui est très important, il faudra aussi qu'on mette aussi les penseurs. Les penseurs, c'est-à-dire? Les penseurs, ceux-là qui peuvent concevoir. Parce que tout n'est pas aussi sur le terrain. Les penseurs. Oui, pas les joueurs penseurs. Non, je parle de la DTN. Et d'autres compétences qui sont là, qui peuvent, en tout cas, il faut se projeter. Il faut arriver à faire un diagnostic. Pour arriver à faire un diagnostic clair de ce qui ne va pas dans l'équipe. Parce qu'il y a des gens qui ont cette compétence-là. On est en DTN, en détection, on a des gens qui sont là, qui peuvent en tout cas dire voilà, faire un diagnostic sans complaisance de ce qui s'est passé de la éliminatoire. Et voilà ce qu'on peut faire au regard de tout ce qu'on a pu suivre là, pour que à la CAN on soit compétitif. En ce moment-là, ils sont différents de ceux qui vont mettre en pratique. J'ai lu un post de Daouda Sanou Famoso où il n'a pas été du tout tendre. Voilà, j'ai vu effectivement qu'il a fait une analyse assez pertinente de la situation actuelle de notre équipe. Ça peut peut-être aller dans le sens que vous dites. C'est important d'avoir ces gens. Il n'est pas le seul, mais il est aussi fait partie. On a parlé d'ADN aussi. Il faut mettre tous ces gens en contribution pour arriver en tout cas à se lancer des perspectives pour qu'à la CAN, là, on ne soit pas... Parce que notre objectif aujourd'hui, comme on l'a dit, ce n'est pas de se qualifier pour la CAN forcément, et tout de suite, mais c'est d'aller chercher, en tout cas, je vais donner une étoile.
une étoile. Et on a les moyens pour y arriver. Maintenant, il faut arriver à tout mettre ça ensemble pour pouvoir donc arriver à faire la différence. Nabi. Oui, je crois qu'il a tout à fait raison. Dans l'urgence, oui, qu'est-ce que l'encadrement technique doit faire? Et ce qui saute à l'œil, c'est déjà le renforcement de l'équipe. Ça saute, on doit vraiment avoir de nouveaux joueurs dans cette sélection-là. Parce qu'il y a des manques. Il y a des manques sur tous les plans, que ce soit au niveau du gardien du but, du milieu de terrain. Et même dans l'attaque, on en parle peu, mais Franck Lassina Traoré, avec cette forme, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose à la CAN. Voilà. Et il faut aussi se faire aider. Voilà. Il faut mettre en contribution déjà même le personnel qui est au niveau du staff. Parce que j'ai l'impression... Le staff, voilà, parlons-en rapidement parce qu'on s'en va à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut aussi un remaniement à ce niveau-là? Bon, le remaniement, je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir analyser. Puis mais je ne sais pas si ils sont vraiment mis dans les conditions pour exercer ce pourquoi ils ont été recrutés au niveau du staff. Mais ne serait que suivre les joueurs. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont appelés, j'ai l'impression qu'on ne les suit pas. Parce qu'un joueur qui n'a pas joué pendant 1 ou 2 mois, qui se retrouve à l'équipe nationale, alors qu'il y a des joueurs qui... On n'a pas une bonne lisibilité de la situation réelle du joueur. Voilà, et le staff peut organiser ça et répartir en fonction de chacun pour pouvoir voir les joueurs qui performent au niveau de leur... Parce qu'au Burkina, bon... c'est souvent les managers et certaines personnes qui nous informent de la forme des joueurs. Il faut aller au-delà de ce lobbying-là pour voir la forme du joueur et pouvoir sélectionner les meilleurs. D'accord. Zio, parce qu'on tend vers la fin. Tout à fait, merci. Donc pour moi, c'est renforcer l'équipe avec de la compétence, ouvrir le spectre de la détection, avoir vraiment un œil de lynx, un regard de telle sorte à ce qu'on aille chercher au détail le joueur qui peut nous apporter quelque chose et travailler par rapport à la complémentarité des joueurs. Il ne faut pas prendre un joueur parce qu'on le prend. Non, il faut le prendre parce qu'on sait qu'il sera utile pour ce match-là à tel niveau et à tel niveau. Ce n'est pas des noms seulement qu'on doit aligner sur une liste. Au niveau de l'encadrement, oui. Moi je pense que le point faible des étalons... Est-ce qu'il faut renforcer l'encadrement? Oui, pour moi il faut le renforcer et je pense déjà à un préparateur psychologique. Okay. Parce que quelque part, pour moi, je pense que psychologiquement les étalons sont faibles. Et lorsque vous regardez, même dans les situations de victoire, les étalons n'ont pas donné de la sérénité. Or, avoir la possibilité d'abord d'agir, c'est d'être fort d'abord dans la tête. C'est d'avoir la capacité d'y croire et de savoir que l'on peut pour pouvoir y arriver. Et lorsque l'encadrement au niveau, cet encadrement-là est renforcé par un préparateur mental, ça pourra être un avantage. Maintenant, à Brahma de se servir des regroupements des éliminatoires de la Coupe du Monde pour pouvoir construire son équipe. Et je rappelle que, comme tu l'as dit, la CAN c'est du 21 décembre et nous n'aurons pas plus de 2 semaines pour préparer notre équipe par rapport à la fenêtre FIFA qui va être donnée avant que les étalons aillent à la CAN. Donc ça aussi c'est un appel que je lance par rapport à ce que Brahim a dit sur ceux qui pensent et qui anticipent. Parce qu'il faut qu'on anticipe aussi par rapport à ça. Quand vous prenez un joueur comme Edmond Tapsoba, qui, avec Leverkusen ou le club dans lequel il sera pratiquement en Champions League. Et la Champions League va se jouer jusqu'au 10 décembre. Donc on aura à peine 10 jours ou voire une semaine pour avoir Edmond à notre disposition pour préparer la CAN. D'accord, merci beaucoup Juste Ephraim Zio, merci d'être venu sur ce plateau, merci à Brahima Savadogo, merci d'être venu également sur ce plateau, merci à Nabi Bayala, merci d'être venu sur ce plateau, c'est un plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir pour un débat de sport box et ce thème-là méritait en tout cas d'être débattu. Comme le président du FASO l'a dit, l'équipe de Burkina, c'est un bloc, mais ces derniers matchs, on a constaté qu'il n'y a pas de percuteur et on pense que après avoir été reçu par le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, le board du Burkina, c'est-à-dire Ibrahim Traoré et les autres membres de l'encadrement technique vont prendre bonne note et trouver vraiment les voies et moyens pour préparer une équipe compétitive pour la CAN au Maroc, puisque les Burkinabés attendent beaucoup plus du Burkina. C'est vrai qu'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est l'absence d'infrastructures, mais on espère que les étalons vont regagner très bientôt le Bercail pour recevoir le match. À bientôt pour un autre débat de Sportbox. Bonsoir.